Madame la vice-présidente, merci. Monsieur le Président, je vais essayer d'être concis, vous l'avez dit tout à l'heure. Alors, sur la critique de ce compte financier unique qui nous est proposé de voter aujourd'hui, il a déjà été abordé de façon anticipée, vous l'avez dit, lors du débat d'orientation budgétaire et puis lors de notre budget primitif 2025, parce qu'on avait des chiffres qui étaient quasiment consolidés en mois de janvier. Et j'allais dire, donc il n'y a pas grand-chose de neuf sur le soleil, mais comme j'aime bien parler, que j'ai le micro ouvert, je vais prendre un petit peu de temps pour l'analyser aussi. Alors sur la forme, Monsieur le Président, vous utilisez l'autosatisfaction, Madame la vice-présidente l'a dit, un volontarisme rigoureux, etc. Et ça, cette autosatisfaction sans modération, et ce pour plusieurs raisons, peut-être pour vous convaincre et tenter de convaincre les Finistériennes et les Finistériens du bien fondé de votre action. Quand on fait autant de redondances, c'est qu'on peine soi-même à y croire peut-être. Et au passage, nous agacer en dénigrant à tort encore les 4 ans après votre arrivée, le bilan de vos prédécesseurs. Il faudrait peut-être maintenant vous concentrer sur votre propre action, votre propre bilan. Je regrette aussi parce qu'en intercommission, j'avais demandé à ce qu'on ait le diaporama qui nous était présenté. On m'avait dit oui, vous allez l'avoir dans la journée. J'attends toujours le diaporama. C'était un bon diaporama préparé par les services. Mais la dernière fois, c'était pareil. Donc je pense que c'est fait exprès, c'est pas un oubli. Et c'est dommage parce que ça permet d'avoir quelque chose de plus synthétique que le document qui nous est donné. Sur la forme toujours, donc si j'ai salué lundi en intercommission justement la qualité pédagogique et la clarté des présentations réalisées par les services, je regrette encore une fois que le rapport qui nous est présenté s'appuie encore sur des comparaisons systématiques avec le passé. Et désormais, alors la période de référence, elle a glissé maintenant, c'est plus 2015-2021, c'est 2019-2024, probablement pour mieux servir vos démonstrations et vos comparaisons. D'ailleurs, il y a un petit graphique dans la page 9, qui est un peu mal fait. Il y a les chiffres qui sont mal alignés. En fait, 2,9 se retrouve au-dessus de 3,25. Bon, voilà, c'est pas très clair du coup. Sur le fond, Monsieur le Président, puisque c'est cela qui nous importe le plus, le fond, vous vous félicitez d'une exécution budgétaire parfaite, mais cela n'a rien d'exceptionnel, puisqu'on a fait plusieurs décisions modificatives. La dernière a été votée au mois de décembre. Et donc ça réajuste bien sûr l'exécution réelle des dépenses et des recettes en cours d'exercice. Donc c'est pour ça qu'on arrive à 98% d'exécution, bien entendu, puisqu'on modifie le budget jusqu'au dernier moment. Il aurait peut-être mieux fallu, dans ce cas-là, le comparer avec le BP sans les modifications budgétaires, ce fameux compte financier unique et le BP qu'on a voté en décembre de l'année dernière. À vous lire, on a l'impression que les actions du département ont débuté en 2021. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des actions qui ont été menées avant et qu'on est donc ici en train de regarder le CFU de l'année 3 après MDC. Depuis plusieurs mois, comme beaucoup d'autres départements, vous l'avez dit, Madame la Vice-présidente, vous alertez sur une situation financière que vous qualifiez de préoccupante. Vous évoquez les baisses des droits de mutation, l'inflation, la pression sur les dépenses sociales, vous adressez même des courriers à de nombreuses associations et structures sociales pour leur annoncer tantôt des baisses de subventions, parfois abruptes, voire même des suppressions pures et simples, souvent sans explication claire, hormis les difficultés financières du département. Ces structures qui œuvrent au quotidien pour les plus fragiles dans le champ du handicap, de l'insertion, de la protection de l'enfance et de la prévention sont sommées de faire des efforts au nom d'une situation budgétaire que vous présentez comme critique. Pourtant, à la lecture du compte financier unique, ce discours alarmiste ne se trouve pas vraiment de réels échos. Ici non plus, lors de cette séance plénière, on nous vous a proposé de voter même un rapport sur la vidéoprotection. J'y reviens pas. Un nouveau dispositif, plutôt électoraliste, à notre sens, et assez dépensier. Donc il y a des sous, il y a de l'argent. Et sur le terrain non plus, on ne trouve pas forcément toujours des échos. Je vais prendre un exemple, Monsieur le Président, un exemple concret. Récemment, vous êtes venu dans mon canton, beau canton, lors d'un tournoi de foot
internationale. Et dans un effet de tribune, vous avez promis de porter l'aide départementale au niveau du premier financeur de l'événement, sans en connaître le montant, mais qui va faire doubler peut-être la subvention départementale à cet événement. J'allais dire tant mieux pour eux. J'avais intercédé à l'époque parce qu'ils avaient une baisse de subvention à votre arrivée aux manettes de ce département. Tant mieux pour eux parce que ce sont des bénévoles en effet investis qui œuvrent pour les jeunes et les autres. Mais cette promesse présidentielle, elle a été entendue par les participants, pour certains qui travaillent dans le social et qui travaillent même pour notre département. Et ils se sont amusés, mais un amusement avec un peu d'étonnement. Dans cette soudaine générosité, il y en a même qui m'ont dit « mais je croyais que le département n'avait plus d'argent ». Alors ce décalage entre le discours alarmiste et vos choix interroge. Il semble surtout servir à justifier des choix politiques. Réduire les aides aux associations sociales d'un côté et de l'autre, accorder des subventions à des projets, des structures hors des champs de compétences du département, sans appel à projet, sans grille d'évaluation, sans plus-value pour nos Finistériennes et nos Finistériens. Cette absence de critères clairs et publics pour l'attribution de certaines aides est particulièrement préoccupante. Elle empêche toute évaluation rigoureuse de l'action départementale. Elle ouvre la porte à l'arbitraire, à l'opacité, voire à des logiques de convenance politique. Vous qui aimez les rapports de la Cour des comptes, je pense que vous attendez avec impatience celui qui décortiquera votre action départementale. Vous évoquiez en début de mandat que chaque euro dépensé doit prouver son efficacité. Nous ne remettons pas en cause l'intérêt de soutenir des initiatives locales, mais nous affirmons que dans un contexte prétendument contraint, chaque euro doit être justifié. C'était d'ailleurs votre volonté. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Le tissu associatif social ne peut pas être la variable d'ajustement d'une politique qui, dans le même temps, finance des projets non prioritaires pour la collectivité des solidarités. Le département du Finistère mérite mieux qu'un double discours. Il mérite une gestion sincère, tournée vers l'intérêt général. Sans être exhaustif ni trop long, je le suis déjà un peu, pour vous montrer que nous aussi, nous avons un bon taux d'exécution de nos critiques constructives, elle va être pratiquement de 100%, faites lors du BP 2024 concernant vos choix politiques. Je vais balayer ici quelques points de la section de fonctionnement. Concernant les personnes âgées, les aides de l'APA diminuent puisqu'il y a moins de bénéficiaires, vous l'écrivez dans votre rapport, mais concernant les EHPAD, quand le conseil départemental va-t-il contribuer directement pour contrecarrer la crise des EHPAD au lieu d'impacter uniquement les familles par le prix demandé pour l'hébergement? Annoncer une hausse de 5% du taux directeur n'est pas contraignant pour les dépenses du département, puisque cette apparente générosité, vous la faites payer aux familles. Vous avez exécuté 2,4 millions de moins que prévu au BP sur la ligne hébergement. Nous regrettons que ces provisions n'aient pas été contributives à soutenir les EHPAD. Sur la politique enfance et famille, vous avez exécuté près d'1 million de moins que prévu. Nous avons pourtant cru comprendre que les besoins de protection de l'enfance explosent. Depuis le début du mandat, nous dénonçons les baisses de subventions à des partenaires de la prévention. Vous sacrifiez la prévention sur l'autel de cette rigueur budgétaire. Or, les économies réalisées aujourd'hui risquent de transformer en coûts bien plus lourds demain, en raison du manque d'accompagnement et de suivi des enfants en difficulté. C'est une logique à courte vue. Négliger la prévention, c'est prendre le risque de devoir affronter à terme des situations bien plus complexes, bien plus coûteuses sur le plan humain et financier. Sur l'insertion, mais je ne vais pas refaire ici le débat porté par mes camarades lors des dernières séances plénières, la baisse du nombre de bénéficiaires du RSA ne saurait être un marqueur suffisant de la valeur d'une politique de sortie de la pauvreté. Je l'ai rappelé ici déjà, il y a plus de 30%, 34% même, des gens qui pourraient prétendre au RSA et ainsi sortir de la précarité, mais qui n'ont pas recours à leurs droits. Faire de la lutte contre la fraude en utilisant ce mot un peu valise, qui stigmatise, qui englobe le vrai fraudeur de celui qui oublie de répondre ou qui est très éloigné de l'administration, des actes administratifs. L'alpha et l'oméga de votre action, avec pour objectif baisser les statistiques, ça, ce n'est pas une politique sociale pour nous qui est pertinente. La pertinence serait de mettre les mêmes moyens et la même énergie pour aller chercher les gens qui ne recourent pas au RSA et qui en ont le droit. Aller chercher donc l'inspiration auprès de votre amie Aurore Berger, qui a lancé en 2023 une expérimentation sur 39 territoires,
les territoires zéro sans recours. Elle vise à tester les solutions locales pour repérer, informer, accompagner les gens en situation de non-recours. Nous le répétons, l'argent que vous estimez avoir économisé aurait également dû servir à mieux soutenir les missions locales auxquelles vous avez retiré près de 180 000 € en 2024. Notre démonstration sera la même que sur la prévention. Accompagner l'insertion des jeunes finistériens, c'est éviter une précarisation qui aura un coût humain et financier important quelques années plus tard. Sur les investissements, nous avons envie d'écrire un petit sous-titre « Investissement, ambition ou illusion ». Vous aurez beau marteler que vous investissez plus que vos prédécesseurs à périmètre constant, vous aurez beau montrer des beaux graphiques basés sur les années qui valorisent le plus, l'année du Covid, bien sûr, que vous gardez, qui est une année dramatique pour l'investissement dans tous les départements, les années électorales, qui est l'année 2021 aussi. Vous n'investissez pas plus que les autres. En euros constants, je dirais même que vous faites un peu moins bien. Et même si aujourd'hui, et je ne vais pas m'excuser encore, Madame la Vice-Présidente, parce que moi j'ai noté que dans le budget primitif, il y avait 144 millions d'investissements qui étaient prévus. L'exécution budgétaire montre qu'il n'y en a que 130 millions. Donc il y a un petit delta quand même dans l'investissement aujourd'hui. Donc j'avais un peu raison, j'avais carrément raison même. Et donc cette difficulté à faire l'investissement, on l'avait dit ici, hein, c'est pas un problème en soi, hein, c'est juste que vous en parlez d'une façon un peu publicitaire. Vous ne le faites pas malgré donc, le côté un peu guichet bancaire du pacte Finistère 2030, puisque tous les projets sont éligibles à ce pacte-là. Alors c'est encore pire si on regarde l'évolution des coûts sur le secteur de la construction. Je me suis basé sur l'indice, alors BTE 01, je ne suis pas spécialiste de la construction immobilière, mais 1 million d'euros 2020, ça équivaut à un peu plus d'1 200 000 d'euros, 1 200 000 francs, pardon, euros. Voilà, je deviens Krasuki et mon camarade. Cela représente une hausse un peu plus de 20% des coûts de la construction, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec le même budget qu'en 2020, où on construisait à peu près 5 gymnases pour le même montant, aujourd'hui, on serait plus qu'en capacité d'en construire que 4. Donc, on a beau mettre plus d'argent, ou autant d'argent, on construira moins. Pour les collèges, vous avez aussi baissé un peu la voile et vous exécutez un peu 3 millions de moins que prévu au BP 2024. Même s'il existe des contraintes techniques, parfois sur certains chantiers, vous avez tout de même fait part aux principaux des collèges des difficultés financières du département et qu'il y a des projets qui allaient être reportés. Et donc, on se pose la question, quid du plan collège aussi pour les années à venir. Alors, la communication politique aussi, Monsieur le Président, elle ne peut pas tout. Retenu hors du Finistère fin avril, je n'ai pas pu participer à l'inauguration du SELF du collège de Pont-de-Buis-les-Quimères, un beau projet, très beau projet auquel j'ai participé lors du précédent mandat pour le choix de l'architecte. Et que lis-je dans les réseaux sociaux de notre collectivité et le vôtre, Monsieur le Président? Je lis ceci. Ces travaux s'inscrivent dans le plan de modernisation des collèges que j'ai lancé en devenant président du département face à des infrastructures vieillissantes et dégradées. Alors, je ne sais pas si vous avez senti la déglutition de la couleuvre, mais ce projet-là, il a été décidé avant. Vous l'avez inauguré, certes, mais ça fait partie aussi de la continuité du service de notre collectivité. Donc, ce serait bien de rendre un peu aussi à César ce qui est à César. Il est essentiel dans l'action publique de reconnaître le travail accompli par ceux qui vous ont précédé un jour. Un jour aussi, vous quitterez vos fonctions, Monsieur le Président, pour d'autres tâches, peut-être. Et d'autres inaugureront des projets que vous avez initiés et espérons qu'il ne s'agisse pas uniquement de caméras de vidéoprotection ou de routes. Je le redis ici alors, on l'a déjà évoqué ensemble, quels sont les marqueurs de votre mandat? Quelle vision souhaitez-vous transmettre aux Finistériens? Quel héritage voulez-vous laisser au-delà d'une dette en forte croissance? Et je terminerai là-dessus puisque la dette repart à la hausse après 5 années de baisse, dont 3 sous le précédent mandat. 65 millions d'euros ont été empruntés en 2024, qui amène l'encours de notre dette à 237 millions d'euros. Même si ce niveau reste globalement maîtrisé, il réduit nos marges de manœuvre pour l'avenir, d'autant plus que si notre épargne continue à baisser, ne vous en déplaise, la capacité d'investissement actuelle du département va se retrouver fortement impactée.
Et si vous pouvez aujourd'hui emprunter, c'est parce que vous avez trouvé une situation financière héritée qui est saine. Alors attention à cette gestion à courte vue, attention de ne pas cramer la caisse, comme diraient certains. À force de vouloir satisfaire tout le monde, toutes les communes, tel ou tel interlocuteur, sans définir clairement des priorités en matière de politique publique, nous risquons de franchir très rapidement la ligne rouge du surendettement. À ce rythme-là, il deviendra impossible de financer le pacte Finistère 2030 au-delà de 2026 sans compromettre notre capacité à investir dans notre propre champ de compétences. Je vais m'arrêter là, Monsieur le Président. J'avais promis d'être court et je ne l'ai pas été. Je m'en excuse et je vous remercie par avance de votre attention.